Merci de nous suivre sur la panafricaine. Bienvenue à tous. Dans la perspective de 2050, le Sénégal vise à transformer son économie en s'appuyant sur un secteur privé dynamique et compétitif. Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises et industries sont identifiées comme des acteurs clés du développement économique et social dans le cadre de la stratégie nationale Vision Sénégal 2050. Les entrepreneurs sénégalais sont encouragés à conquérir de nouveaux marchés nationaux et régionaux. D'ailleurs, les PME et PMI représentent environ 90% du tissu économique du Sénégal selon certains opérateurs économiques. Elles opèrent dans des secteurs variés tels que l'agro-industrie, les services, le commerce et l'artisanat. Cependant, les PME et PMI sont confrontées à plusieurs obstacles. Comment les entreprises sénégalaises peuvent gagner davantage de nouveaux marchés au niveau national? On en parle dans cette émission, surtout restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, nous recevons sur ce plateau Madame Salamba Diène, directrice générale de Biocène, économiste et spécialiste en transformation des produits locaux. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. En face de vous, nous avons Madame Marietou Gueye-Cissé, responsable de la communication à l'Institut supérieur de finance. Merci. Ravie d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, au Sénégal, on va dire, quels sont les secteurs clés dans lesquels les entrepreneurs peuvent investir, Madame Cissé? Voilà. On va dire qu'au vu de l'environnement économique actuellement au Sénégal, nous avons remarqué que les investisseurs ont établi, ils ont mis leurs tentacules un peu partout au Sénégal, dans tous les secteurs, dans l'éducation, l'agroalimentaire, ils ont investi dans les télécommunications. Mais il se trouve qu'il y a des secteurs qui sont restés, je vais dire, inertes ou bien mal entretenus. C'est comme ça qu'on va le dire. Donc, nous allons un peu mettre en exergue l'agroalimentaire, par exemple. On en parle beaucoup au Sénégal, l'agroalimentaire. Beaucoup, mais on va dire que le paysan, par exemple, au Sénégal est une personne vraiment... c'est le plus pauvre, en fait, l'être humain le plus pauvre du Sénégal, par exemple. Ce sont les vides, c'est une étude qui a été faite ou bien c'est une observation? C'est une observation. Et cela se voit de visu, en fait. En fait, ils sont plus axés à l'exode. Bon, l'exode rural, vous avez toujours remarqué qu'au Sénégal, dans les années 90, 80 et même dans les années 60, il y a eu l'exode rural. Ce qui fait que Dakar est bondé de monde et les investisseurs ont plus axé leurs tentacules dans d'autres secteurs. Par exemple, les BTP, l'agroalimentaire, un peu dans l'agroalimentaire parce qu'ils ont en fait, ils mettent un peu plus leurs yeux sur la matière première, par exemple. La santé est très, très en arrière, on va dire, derrière. Donc, le secteur de la santé n'est pas bien entretenu. On va dire que le secteur de l'éducation aussi, bien que dans les années 2010-2020, on a connu une prolifération d'instituts, d'écoles et tout, mais ce n'est pas n'importe qui peut accéder à ces institutions ou bien à ces instituts. Donc, nous allons dire que l'éducation, la santé et même les secteurs de l'IA, par exemple, d'innovation, n'est pas bien prise en charge par les investisseurs actuellement au Sénégal. Alors, je comprends bien votre position. Peut-être qu'une autre personne dira le contraire, parce que le Sénégal aussi est un exemple. On peut parler de la santé, mais je vous comprends tout à fait. Tout à l'heure, il a parlé de l'agro-industrie. On va également en évoquer. Il n'y a pas que l'agro-industrie, il y a également le commerce, je le disais en termes de mes propos, il y a l'artisanat. Selon vous, est-ce qu'il y a un secteur clé ou des secteurs clés qui peuvent aujourd'hui permettre aux entrepreneurs sénégalais d'investir? Merci pour la question. Je pense qu'elle a brossé certains points. Et peut-être pour aller plus dans le détail, le Sénégal est fait de plusieurs secteurs, comme vous l'avez si bien énuméré. On parle beaucoup du secteur pétrolier qui va arriver, qui est arrivé. Oui. Et en fait,
Moi, je vais parler en général de transformation, c'est-à-dire de manufacturing dans tous les, tous les secteurs d'activité. Quand vous prenez l'artisanat, le Sénégal a une force, on a de belles choses, mais il faut aller sur le détail et sur la multiplication des articles pour arriver à l'industrialisation. Que ce soit sur le secteur des mines, le secteur minier en général, pétrole, gaz, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ne pas exporter de manière brute, en fait, que ça soit dans l'agroalimentaire, dans le secteur minier, dans l'artisanat ou dans les autres secteurs. Comment est-ce que le Sénégalais lambda, avec des investisseurs, que ce soit sénégalais ou étrangers, vont se mettre en collaboration pour pouvoir avoir de la valeur ajoutée, en fait, au niveau national. Et ces secteurs offrent plusieurs opportunités, hein. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Aujourd'hui, je suis dans la transformation agroalimentaire de produits locaux. Donc, ce que je fais techniquement, c'est que je prends des produits comme le mil, et que je transforme en produits finis, le tiakri, le dégué, qu'on connaît un peu en Afrique de l'Ouest, et que je vends sur le marché national, mais aussi à l'export, que ce soit en Union européenne, au Canada, aux États-Unis. Et je pense que ce sont des choses comme ça qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et permettre d'équilibrer aussi un peu notre balance commerciale qui est très déficitaire aujourd'hui. On importe malheureusement beaucoup plus qu'on exporte. D'accord. Et vous êtes le leader, hein, aujourd'hui, quand on parle de la production des produits locaux au Sénégal, on va dire l'une des entreprises voilà, qui exporte, qui exploite aussi ces produits-là. Et vous êtes très apprécié sur le plan national, on va dire au Sénégal et même à l'international. C'est vrai, Biosan fait vraiment partie des entreprises qui travaillent vraiment sur ces produits locaux-là. Et on a d'autres, hein, des partenaires quelquefois. Donc, on essaie vraiment de promouvoir ce Made in Sénégal-là, qui est aussi un slogan aujourd'hui du nouveau gouvernement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que ça reste au niveau du slogan. Ce que je dis souvent, c'est que j'aimerais bien que lorsqu'on est sur un plateau télévisé ou qu'on soit dans des conférences gouvernementales ou même au niveau de nos sociétés, qu'on puisse consommer local, vraiment. Que ça soit au niveau de l'artisanat, avec les meubles, que ça soit ce qu'on mange, que ça soit vraiment du Made in Sénégal. Tout à fait d'accord avec elle. Je crois que vous êtes d'accord avec elle. Le Made in Sénégal, Made in Africa, ça serait bien de consommer local. Mais quels sont les défis? J'aimerais bien vous poser la question, Madame Cissé. Quels sont les principaux défis auxquels les PMI, les PME et PMI sénégalaises font face aujourd'hui pour se positionner sur le marché national? Alors, sur le marché national, il faudra aussi que l'on sache que les multinationales ont posé, par exemple, ils ont investi en fait dans les secteurs comme les télécommunications, alors que ces secteurs doivent pouvoir être, comment dire, démocratisés, que les PME, PMI puissent accéder à ces licences-là, que les PME, PMI puissent accéder au financement, parce qu'il y a certes des politiques gouvernementales actuellement qui sont mises en place, mais qui ne sont pas assez bien, disons, assimilées par les jeunes entrepreneurs. Donc actuellement, on va dire que les jeunes entrepreneurs, ils essaient vraiment de s'en sortir sur le plan financier, mais c'est vraiment difficile. Donc les défis, on va dire que c'est sur le plan de la finance, D'accord. mais aussi sur le plan comment dire, euh, de la vulgarisation au niveau de la sous-région et même au Sénégal. Par exemple, je sais que Madame Diène, elle exporte en Europe, en Asie un peu, Aux États-Unis. mais c'est dans tous les 5 continents. Pas en Afrique. Pas, juste, j'importe de l'Afrique, mais De l'Afrique, je par n'exporte pas en Afrique. Ces produits doivent pouvoir être consommés au Maroc. Il y a beaucoup de Sénégalais au Maroc. Ces produits doivent pouvoir être consommés en Afrique du Sud. En fait, ces blocages-là, je vais dire que ces blocages sont un peu au niveau sous-régional. Nous sommes certes dans l'espace CEDEAO, mais l'espace CEDEAO, c'est pour les grands. Donc, selon vous, on voit beaucoup plus l'Europe, mais
On néglige un peu la sous-région. La sous-région ici. Donc, si je comprends bien, pas au lieu, ça peut aller au Canada, c'est déjà une belle initiative. Mais ceux qui sont en Afrique centrale, par exemple, Oui, ils ont pouvoir bénéficier voilà, ils peuvent pouvoir consommer. Vous allez appeler par rapport à cela. En fait, il y a plusieurs défis. Quand on parle du défi de la sous-région, c'est pas qu'on néglige le marché de la sous-région, qui est un très gros marché. On parle aujourd'hui de la ZLECAf. Le problème va se poser ailleurs. Ça va être des problèmes de logistique. Comment est-ce qu'on fait pour prendre nos produits et les ramener en Côte d'Ivoire ou au Mali sans avoir de tracasserie ou en ayant des produits, en tout cas, même compétitifs au niveau sous-régional. Je m'explique. Aujourd'hui, ramener un produit vers la France va nous coûter moins cher à le ramener un produit vers le Bénin. Donc, ce sont toutes des problématiques, des défis que nos entreprises... Ils sont fondés, hein. Oui. Les défis sont très fondés. Que nos entreprises rencontrent aujourd'hui. Et c'est là où on interpelle toutes les parties prenantes pour trouver des solutions. D'autres défis sont des défis d'électrification. Aujourd'hui, je sais que dans le nouveau plan sur 2050, l'État du Sénégal veut vraiment électrifier tout le Sénégal. Et au niveau industriel, si on parle aussi d'industrialisation du Sénégal, il faut savoir que le coût de l'électricité doit être revu à la baisse. Pendant que dans d'autres pays, on est à 60 francs le kilowatt, au Sénégal, on est à 110 francs le kilowatt. Donc, si on veut être compétitif, il faudra qu'on touche des aspects comme ça. Bien évidemment, le défi de l'accompagnement financier est présent. Des institutions existantes qui le font aujourd'hui. Je vais citer le Bureau de mise à niveau, la DBME, la DERB et tant d'autres. Mais ils ont aussi besoin d'être encore plus renforcés pour pouvoir toucher plus de monde. On parle de 400 000 PME aujourd'hui au Sénégal et je ne pense pas que toutes ces PME-là ont accès... Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer justement le bureau, par exemple, de mise à niveau, la DPME? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un problème de finances. Donc, je pense qu'avec la nouvelle Assemblée nationale, par exemple, il faut voir comment voter ou comment allouer un budget plus conséquent au secteur vers lesquels on veut en tout cas se focaliser. Par exemple, j'ai appris récemment que pour le COSEC ou le 3FPT, il y avait une part des impôts que les entreprises reversaient à l'État qui était allouée directement à ces instances-là pour qu'elles puissent financer sans autant attendre des bailleurs étrangers, en fait. Il faut qu'au niveau national, on puisse penser quels sont les mécanismes internes qu'on a pour pouvoir soulever l'économie. Justement, on peut tenir compte de ces contraintes dont elle parlait. Ça veut dire quelque part, il faudrait y faire face. Si on fait face à ces défis-là, je crois que ce soit Biocel ou d'autres entreprises sénégalaises pourront également vendre plusieurs produits dans la sous-région. Alors, je reste sur cet aspect de la perspective de 2050. Le Sénégal vise à transformer son économie en s'appuyant sur un secteur privé dynamique et compétitif. Alors, au Sénégal, je crois que je l'ai dit à l'entame de mes propos, les petites et moyennes entreprises et industries sont identifiées comme des acteurs clés de développement économique et social, toujours dans le cadre de la stratégie nationale Vision Sénégal 2050. Que pensez-vous de tout cela? Absolument. En fait, dans le concept, c'est un concept vraiment innovant. Et nous allons dire que les compétences sont là. Les compétences sont vraiment présentes. Et il faudra vraiment mettre les moyens sur le plan financier, sur le plan des stratégies, mais aussi sur le plan en fait, de la mise en œuvre. D'ici 2050, on va dire qu'il nous reste 25 ans. Mais dans ces 25 ans-là, est-ce que les autres secteurs qui ne sont pas actuellement bien, je vais reprendre mon mot, bien entretenus, Vous avez quand même un tableau un peu sombre, je veux dire. Apparemment, ça ne va pas trop au Sénégal ou en Afrique. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Voilà, parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar, Thiès, Kaolack. Voilà. Il faut comprendre que
les autres régions sont vraiment impliquées dans cette marche-là. Et qu'il faut comprendre que dans ces autres contrées-là, il y a des jeunes qui quittent ces régions-là pour se rendre dans comment dire, dans les centres-villes pour pouvoir avoir un minimum, en fait, pour la survie. Voilà. Donc, il faut comprendre que le Sénégalais lambda ne se limite pas aux citoyens ou bien aux citadins ou bien aux jeunes, disons, je vais dire, aux jeunes entrepreneurs. Voilà. Les PME, PMI sont, comme vous dites que c'est 400 000 PME au Sénégal, mais il faut comprendre qu'il y a au moins 3 fois 400 000, 1 milliard, je sais pas, 1 million de PME qui sont dans les régions et qui ne sont même pas actuellement inscrites au niveau du bureau comment dire, du guichet unique que l'État a mis en place. Rares sont des jeunes, en fait, les jeunes PME qui arrivent disons, dépasser 3 ans de survie. Après 3 ans, la plupart des PME, PMI, disons, disparaissent. Mmh. Mais justement, ils disparaissent parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux. Certains entrepreneurs parlent des finances, d'autres aussi, il y a pas assez de stratégie à leur niveau. Ça ne c'est même pas la responsabilité de l'État. Et moi, j'aimerais bien vous poser la question, madame, Diène, comment surmonter les obstacles liés à l'accès au financement et à la logistique pour conquérir de nouveaux marchés nationaux? On parle souvent de financement externe, mais ce qu'on a remarqué dans les entreprises pérennes ou qui marchent dès le début, c'est que le premier financement d'une entreprise ne vient pas d'une institution financière. C'est très, très rare. Le premier financement d'une entreprise vient de la personne elle-même et de son entourage, de la famille. Donc, souvent, on se dit on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on attend une aide venant de l'extérieur. Et il faut voir en son sein comment régler les problématiques d'un entrepreneur qui viennent au jour le jour, en fait. Quand vous parlez de la stratégie du gouvernement pour 2025, aujourd'hui 2050, pardon. Aujourd'hui, ils ont parlé de 4 principales choses qui sont très importantes à mon avis. Ils ont parlé d'économie compétitive, sur tous les plans, sur tous les secteurs. Ils ont parlé de capital humain. Parce qu'aujourd'hui, on a des Sénégalais qui sont très formés d'un côté, mais d'un autre côté, quand je demande à tous mes pairs, on a le même problème. Comment trouver la ressource humaine qualifiée pour nous? C'est-à-dire que on constate quelquefois un décalage entre l'éducation nationale et ce dont le Sénégal a besoin aujourd'hui, en termes de filière et en termes de spécialisation. Ils ont parlé aussi d'aménagement du territoire, pardon, et de développement durable. C'est important parce que, madame en a parlé tout de suite et je pense que le nouveau gouvernement l'a pris en compte. Il parle de 8 pôles. 8 pôles économiques et les 8 pôles, c'est vraiment tout le Sénégal. Ils sont pas focalisés sur Dakar et Thiès. Effectivement, c'est 8 pôles et c'est toutes les régions du Sénégal qui sont touchées selon les forces que ces régions-là ont. Vous avez des régions qui sont plus axées sur les produits miniers, le phosphate, etc. D'autres régions comme le sud, plus axées sur les produits agricoles. Donc, ils ont fait vraiment un maillage du territoire. Et bien évidemment, pour que ça marche, elle en a parlé, on parle de stratégie, mais on parle aussi de bonne gouvernance. Oui, oui. C'est important, bonne gouvernance, stratégie, mais il faut aussi savoir quel est le besoin. Qu'est-ce que les Sénégalais ont besoin? On peut avoir un financement, on peut avoir de bonnes stratégies, l'État peut mettre en place des stratégies, mais il faudrait que ces entrepreneurs aussi se disent que savent plutôt quel est le besoin ou quels sont les besoins au niveau du Sénégal. Je vais dire qu'au niveau du Sénégal, ce dont les jeunes ont besoin, c'est je vais dire, de l'encadrement. Nous avons beaucoup, à Dakar, je vais dire, nous avons beaucoup d'incubateurs, nous avons beaucoup de clusters et parfois des business angels. Mais ces business angels-là se limitent à des jeunes vraiment qui ont vraiment percé, pas aux porteurs de projets en tant que tels. Alors que le Sénégalais qui est, par exemple, qui a percé une entreprise comme, je vais dire, moi, j'ai travaillé dans une entreprise comme Shop Me Away. Nous avons déjà travaillé pendant 1 an, 2 ans.
Donc, sur ce projet-là, nous avons eu l'appui de Tony Elumelu, par exemple. Donc, ce jeune-là, il a eu besoin d'encadrement, de mentoring, disons, durant 5 ans. Et actuellement, aujourd'hui, ça fait une semaine, par exemple, qu'il a fêté ses 10 ans d'existence. Il a pu obtenir, disons, beaucoup de financement de la part de beaucoup de business angels, mais aussi ces business angels-là l'ont mis en rapport avec des incubateurs. Et ce sont ces systèmes d'incubation-là et ces systèmes de clustering-là qui vont, en fait, propulser le jeune entrepreneur. Ce n'est pas seulement l'argent, certes. Voilà. Moi, mon apport, en fait, à ce sujet-là, c'était ça. Et les entreprises internationales et nationales se disputent un peu les marchés sénégalais. Comment celles sénégalaises peuvent faire face à cette rude concurrence? Il faut qu'on soit compétitif dans ce qu'on fait et spécialisé dans nos forces aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'internationaux, si on fait face à des plus grands et qui sont plus spécialisés que nous dans ce qu'ils savent faire, ils vont nous manger, entre guillemets. Donc, comment le Sénégal se spécialise dans les forces, dans ce qu'il sait faire, pardon, et essaie de le faire bien, encore une fois. Madame en a parlé, les finances, pour moi, elles viennent après. Il faut qu'on puisse se dire où est-ce qu'on veut aller, donc la stratégie. Encadrer ces personnes-là, c'est très, très, très important. L'encadrement est vital parce que si on vous donne et la formation, oui, donc tout ce qui est accompagnement technique, parce que si on vous donne 1000 francs CFA et on ne vous dit pas comment est-ce qu'il faut utiliser ces 1000 francs CFA à bon escient, ça va rien donner de bon en fait. Donc il faut que les personnes comprennent comment est-ce qu'il faut qu'elles utilisent les finances à bon escient et pour se développer, pour croître, que ce soit au niveau des entreprises formelles. Et il faut essayer de formaliser tout ce segment d'activité informelle au Sénégal, qui pèse vraiment très lourd dans l'économie. Et aujourd'hui, malheureusement, dire à Biosen de se formaliser, pour quelqu'un qui n'est pas formel, ça engendre fiscalité, ça engendre beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui est bien en se formalisant. Quel est la valeur ajoutée de la formalisation, en fait. Et ne pas se dire que ça va être des impôts qu'on va payer et qu'on ne va pas voir après en termes d'infrastructure, etc. Donc, conquérir de nouveaux marchés nationaux, je parlerai également de la vision qu'on a de son entreprise, les besoins qu'on a aussi dans le pays ou même dans la sous-région. Vous avez parlé des financements, bien utiliser ces finances également, ces financements. Et également, vous avez ajouté d'autres aspects qui sont des stratégies. Alors moi, j'aimerais bien savoir des stratégies de communication. Quand on a tout ça, on a les financements, on arrive quand même à bien les utiliser, on a quelques stratégies. Qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la communication pour élargir sa présence sur le marché sénégalais? C'est simple, c'est de s'implanter dans la communauté. Vous savez, les PME sont plus enclins à pouvoir occuper l'espace sénégalais que les multinationales. Eux, ce qu'ils ont de plus, c'est la communication. Nous, à notre niveau, nous avons la communauté et nous avons plus de facilité à pouvoir s'implanter dans la communauté, mais aussi nous avons la flexibilité. Les PME sont plus, disons, sont mieux outillés que les multinationales, par exemple. S'il s'agit par exemple, s'il y a des changements dans le marché, le PME est plus enclin à pouvoir apporter les innovations nécessaires et puis à pouvoir, comment dire, englober le marché que les multinationales. Ils s'adaptent un peu plus, disons, ils s'adaptent mieux que les multinationales dans le marché Oui, il y a eu également marché l'économie du marché quelque part. Vous avez souligné l'aspect des régions rurales, justement, concernant l'implantation des PMI et PMI dans ces zones-là. Comment est-ce qu'on peut aider, je vais m'adresser à vous, Madame Dean, parce que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Comment est-ce qu'il faut faire pour soutenir les porteurs de projets qui sont dans le monde rural? Il faut déjà d'abord les identifier. Et comme Madame le disait tantôt, beaucoup de choses sont centralisées à Dakar.
Donc, toutes ces instances, je pense qu'elles sont dans la vision et dans les perspectives assez, de manière très récente, on va dire, d'aller dans les régions, d'avoir au niveau des chambres de commerce régionales, que ce soit à Ziguinchor, Kédougou, Kaffrine, que les chambres de commerce jouent le rôle de conseiller et d'orientant aussi pour les PME au niveau régional, qu'elles puissent avoir les mêmes chances, on va dire, que les PME qui se trouveraient à Dakar, par exemple, qu'elles puissent savoir par quelles voies et moyens aller chercher des financements, par quelles voies et moyens aller se faire former de manière plus spécifique, etc. Donc, ça serait bien que ces instances étatiques-là soient décentralisées, en fait, réellement, et que les informations circulent. Je dis souvent que la PME qui a accès à l'information arrive à se développer plus rapidement que celle qui ne sait pas vers quelle porte taper, en fait. Alors, pour la vision Sénégal 2050, on se rend compte qu'il y a une très bonne volonté politique. Est-ce qu'on peut rester, c'est même pas une question, mais je vais quand même vous la poser. Est-ce qu'on peut rester positif par rapport à cette volonté? Vous l'avez dit, 2025, c'est bientôt. Est-ce que vous pensez que c'est du concret? Voilà. C'est pas encore du concret pour le moment, mais c'est une vision assez, comment dire, assez ambitieuse et réalisable. Ambitieux et réalisable, on va rester sur ces mots. C'est très pertinent. Merci beaucoup de m'arriver à la fin de cette émission. À l'instant, Madame Marietou Gueye-Cissé, responsable de la communication à l'Institut supérieur de finance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci également à Madame Salamba Diène. Vous êtes directrice générale de Biocène, économiste et spécialiste en transformation des produits locaux. Beaucoup. Merci de nous avoir invités. C'est nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Surtout, de très belles choses pour l'année 2025.